13h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour commencer les trois titres. En Côte d'Ivoire, l'admission en bourse de 3 emprunts obligataires par la Bourse régionale des valeurs mobilières. Des emprunts lancés en juillet dernier qui ont permis de mobiliser 219,55 milliards de francs CFA. La BRVM se félicite du succès de ces émissions obligataires. Toujours en Côte d'Ivoire, début aujourd'hui de la Semaine nationale de l'eau. Thème retenu, mise en valeur des eaux souterraines. Quelle stratégie pour la satisfaction des besoins des usagers? Dans ce journal, le message du gouvernement lu par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. Enfin, le second tour de la présidentielle au Brésil, le 30 octobre prochain avec le duel Lula da Silva et Jair Bolsonaro. 3 emprunts obligataires admis récemment à la côte de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ces emprunts lancés sur le marché financier régional de l'UMOA du 14 au 29 juillet dernier par l'État de Côte d'Ivoire ont permis de mobiliser 219,55 milliards de francs CFA. À noter que 700 titres ont été échangés à l'occasion de la première cotation de la BRVM, dont le lancement a eu lieu dans les locaux de l'institution financière dans la commune du Plateau. Les explications détaillées de Jean-Louis Gbangbo. Les 3 emprunts obligataires simultanément lancés en juillet dernier par le Trésor public de Côte d'Ivoire sous le thème « Demain, je serai fier d'avoir investi aujourd'hui » et qui ont permis au pays de collecter plus de 219 milliards de francs CFA, ont fait ce jeudi 29 septembre leur entrée sur le marché sous-régional de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs immobilières. Le succès de ces émissions obligataires témoigne de l'évolution positive de la profondeur de notre marché qui est à même de mobiliser les ressources nécessaires au financement des États de notre Union, des institutions, des collectivités et des entreprises. Admis à la cotation sous les symboles TPCI 072, TPCI 073 et TPCI 074, ces emprunts avaient connu un relatif succès auprès des investisseurs sous-régionaux, signe de la qualité de la signature de l'État de Côte d'Ivoire. L'un des objectifs spécifiques au plan intérieur est d'allonger la maturité des titres publics. Et cette opération, avec une tranche inaugurale à 20 ans, s'inscrit pleinement dans le cadre de la poursuite d'une gestion cohérente de la dette publique. Les émissions de l'État de Côte d'Ivoire ont franchi plusieurs paliers en termes de maturité, en passant de 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans et aujourd'hui à 20 ans. 700 titres ont été échangés sur le marché boursier à l'occasion de la première cotation de ces 3 emprunts obligataires du Trésor public. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'architecture. Cet événement veut attirer l'attention des professionnels et du grand public sur les problématiques de développement concernant les villes et l'habitat humain en général. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme exhorte les populations à l'application rigoureuse des textes régissant le développement urbain. Bruno Koné est au micro de Lanciné Bakayoko. Malgré son impact indéniable sur l'environnement bâti et sur la santé des populations, l'architecte, acteur majeur de la transformation et de l'embellissement du cadre de vie, a une fonction malheureusement très peu connue de la grande majorité. Aujourd'hui, les enjeux de développement doivent nécessairement intégrer la problématique du développement urbain. Une bonne gestion de l'urbanisation peut contribuer fortement au bien-être des populations et améliorer leur productivité et impacter positivement la croissance économique. En effet, la qualité des maisons, notamment en ce qui concerne l'éclairage naturel, le confort thermique et la qualité de l'air intérieur, peut avoir un impact négatif direct sur la santé et le bien-être. De ce fait, les architectes repensent depuis plusieurs décennies la façon dont ils conçoivent l'habitat et les lieux d'activité pour en faire non seulement des lieux sains et sûrs, mais également des endroits où il fait bon vivre et où l'être humain s'épanouit.
Afin d'offrir un cadre de vie sain, paisible et agréable aux populations ivoiriennes, le gouvernement du président Alassane Ouattara a renforcé le cadre législatif et réglementaire régissant ce métier. Dorénavant, il est fait obligation de recourir à un architecte pour les constructions en milieu urbain, complété par un réajustement des honoraires. Nous avons besoin de l'architecture, nous avons besoin des architectes. Oui, nous avons besoin d'eux pour requalifier l'existant, rénover les anciens tissus urbains, restructurer les quartiers précaires, ériger des écoquartiers et des villes nouvelles, ériger des villes intelligentes, intégrer la nature à la ville, etc. Dans ce contexte nouveau, l'architecte devient un apporteur de solutions où l'innovation architecturale se met au service de la croissance économique, de la transition écologique et de la réduction des inégalités. La Semaine nationale de l'eau, la 7e édition, s'ouvre donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cet événement autour du thème « Mise en valeur des eaux souterraines ». Quelle stratégie pour la satisfaction des besoins des usagers s'achever le 9 octobre prochain. Alors comment se déroule et se porte la réforme du secteur de l'eau dans tout le pays? Écoutons le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagbar, au micro de Franck Kouadio. La Semaine nationale de l'eau, instituée par décret en janvier 2013, est célébrée chaque année dans notre pays. Pour cette année, la 7e édition, ce sera du 3 au 9 octobre prochain, autour du thème « Mise en valeur des eaux souterraines, quelle stratégie pour la satisfaction des besoins des usagers ?» Une façon pour la Côte d'Ivoire d'exprimer sa volonté de renforcer les actions dans la ligne de mire des ODD6 qui vise à garantir d'ici à 2030 l'accès de l'eau à tous. Le thème de l'édition 2022 est une invitation de tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'eau à porter une attention particulière à cette précieuse ressource stockée dans les nappes d'eau souterraines et qui impacte le développement durable des sociétés et de l'économie du pays. Et cela a raison, car la nappe phréatique est de façon globale menacée. Ces eaux souterraines sont menacées par la pollution due aux activités humaines et par le changement climatique. En effet, l'homme a généré des perturbations au niveau des écosystèmes de manière rapide et intensive. Si rien n'est fait pour inverser la tendance, l'amenuisement de ces ressources mettra à mal les efforts de développement durable à très court terme. Depuis plusieurs années, le gouvernement ivoirien agit dans le respect des différents engagements tant nationaux qu'internationaux. Le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre opérationnelle de la gestion intégrée des ressources en eau de manière plus responsable et dans la réforme du secteur de l'eau pour la satisfaction des besoins en eau pour tous les usages. En clair, il s'agit de faire face aux challenges à venir tels la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et la desserte en eau potable, entre autres. Rappelons que la Semaine nationale de l'eau fait suite à la Semaine africaine de l'eau instituée en 2007 par le Conseil des ministres africains à charge de l'eau. La Côte d'Ivoire face à la grande saison des pluies 2022. Les précipitations qui ont commencé en avril et se sont achevées en juillet dernier ont fait plusieurs morts et autres dégâts matériels. L'Office national de la protection civile, l'ONPC, structure qui assure protection et assistance aux populations face aux catastrophes de toute nature, a fait récemment le bilan de cette saison pluvieuse. Pour en parler, Grace Kando. Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Chaque année, pendant la période de pluie, ici, c'était le calvaire. Ce quartier, confronté aux inondations, difficile pour les populations de vaquer à leurs occupations, une hantise devenue un vieux cauchemar aujourd'hui pour les résidents. Et avant, quand il pleuvait, il ne peut pas sortir même. Le coin inondé, tout est gâté. Tu quittes chez toi même pour sortir, tu ne peux pas sortir. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci, avec les travaux, par rapport aux caniveaux qu'ils ont fait, je vois que maintenant, je vois que ça va. Merci au gouvernement
pour tout ce qu'ils ont fait. On était inondés, puis quand même la pluie a enlevé la porte, fait sortir nos trucs même pour partir. Depuis les travaux, en tout cas, on dit merci. Quand il pleut maintenant, en tout cas, ça va. Ça va, on n'a plus d'inondation ici. Bon, là, c'était vraiment la catastrophe. Parce que l'eau montait jusqu'à ce niveau-là, à 1 mètre. Bon, après, il y a eu les travaux. Ce grand caniveau-là, qui est couvert, mais ça a absorbé beaucoup d'eau. Donc nous n'avons pas connu des entrées d'eau dans la maison. Ce constat est aussi fait par les automobilistes. Ils disent circuler sans encombre pendant la période pluvieuse. Au niveau de la rue Ministre, avant, ça emportait des véhicules. Il y a des véhicules aussi qui s'endommageaient. Mais aujourd'hui, la pluie cesse. Voilà, les minutes qui suivent, on arrive à circuler comme je suis en train de le faire actuellement. Des travaux à mettre à l'actif de l'Office national de l'assainissement et du drainage. Les travaux qui ont été faits ici, c'est le renforcement des ouvrages de drainage, c'est-à-dire les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. Au préalable, il y avait un canal qui longeait la rue Ministre, mais qui est devenu insuffisant du fait que la ville a grandi un peu plus en amont. Et donc, à partir de ce moment, il fallait construire d'autres ouvrages et renforcer les existants pour pouvoir gérer le débit des eaux de ruissellement qui est devenu plus important. Et donc, dans le plan d'aménagement du bassin versant de la Palmeraie, il y a 3 barrages écrêteurs qu'on devait réaliser en amont de la rue Ministre. Et aujourd'hui, on en a réalisé un derrière le nouveau camp d'Akwedo. Et puis, on a réalisé le barrage avec ce qu'on appelle son ouvrage aval. Donc, c'est le canal qui permet d'évacuer les eaux issues du barrage. Et on a agrandi le canal qui longe la rue Ministre. Ouvrage public au bénéfice des habitants de la Palmeraie, mais pas que. À Alabra, c'est aussi la satisfaction. Oui, cette année, quand il a plu, tout s'est bien passé par rapport aux années précédentes. Il n'y a pas eu de dégâts constatés. Tout était bien. Il y avait un peu d'eau, un peu de truc, mais il n'y avait pas d'inondation comme les années passées. Un moment, Alabra était inondé. Hein? Il y avait, dans la rue, il y avait 2 mètres d'eau dans la rue. Et les voitures flottaient comme des boîtes d'allumettes. Non, pour cette grande saison, il n'y a pas eu de dégâts ici à Alabra. Et c'est dû au fait que les travaux ont été faits à l'entrée là même. Et puis il y avait un caniveau souterrain là qui a été débouché. Donc depuis, on n'a pas encore eu les inondations qu'on connaissait avant. Des points de vue que partagent les usagers qui pratiquent la voie de l'Indénié. L'année passée, là, en tout cas, tout ici était gâté. Nous-mêmes, l'eau là, ça vient beaucoup ici, on ne peut pas passer. Les véhicules, ça tombe souvent en panne ici. Cette année-là, la pluie qui est venue, en tout cas, ça ne nous a pas dérangé ici. On a circulé librement. Cette année, je suis vraiment content. Ici a été bien arrangé. L'eau, on peut circuler mieux. Il n'y a pas d'eau, même s'il pleut, on peut mieux circuler. Dans ces zones jadis critiques, pas d'inondation cette année selon les intervenants. Il faut tout de même relever que ces pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan ont occasionné plusieurs dégâts humains et matériels. Le risque zéro n'existe pas, malgré la sensibilisation, les actions de terrain. On a déploré 19 décès. L'action de sensibilisation est relayée par notre centre de secours d'urgence. C'est-à-dire qu'on a des pompiers civils dans les 30 chefs-lieux de région. C'est une sensibilisation en continu, avant la période de pluie, pendant les pluies et même après les pluies. L'accent cette année a été mis sur les enfants. Nous avons fait de la sensibilisation de proximité dans toutes les zones à risque du district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. On a demandé aux parents, lorsqu'il pleut abondamment, de surveiller les enfants, d'éviter que les enfants aillent jouer dans les ouvrages de drainage. Ces décès, selon l'Office national de la protection civile, ne sont pas dus aux inondations, mais plutôt liés aux habitations situées sur les flancs de collines et autres zones dangereuses. Une situation justifiée par la quantité de pluie enregistrée qui a dépassé le seuil de prévision. Sur la période des 4 mois, il était prévu près de 600 mm de pluie dans la ville d'Abidjan. Nous avons obtenu 1500 mm de pluie sur la ville d'Abidjan. Ce qui a occasionné effectivement tous ces dégâts. Au niveau national, nous avons constaté que dans les régions du nord-ouest, du centre et du sud-est, y compris Abidjan, nous avons eu un excédent pluviométrique de 49%. Pour éviter ce type de situation, le ministère de l'Assainissement reste vigilant.
Un plan de déguerpissement a été mis en place. L'opération a été lancée. Elle s'est déroulée, je dirais, quasi normalement. Donc la partie déguerpissement a été faite en dehors de 2 zones où, pour des raisons techniques, nous n'avons pas procédé au déguerpissement lui-même. Nous avons fait des curages. Nous avons sécurisé certains endroits. Globalement, c'était un budget de 2,5 milliards pour faire ces opérations de déguerpissement. Ces 2,5 milliards ont été à 95% engagés. En perspective, le ministère de l'Assainissement ne compte pas baisser les bras. Il mise sur la sensibilisation. Alors, l'appel que j'ai lancé aux populations, il y a des tentatives de recolonisation. Nous sommes en train d'y faire face. Quand on a mis des clôtures avec des barbelés, ces barbelés sont emportés la nuit. On va faire les opérations de sécurisation, de planting, d'embellissement de ces zones-là. Mais nous lançons cet appel parce que si l'appel n'est pas entendu, nous allons devoir recourir à l'application stricte de la loi. La sensibilisation est un pan important de l'action de l'État et cela a raison. Depuis la mi-septembre, c'est la petite saison des pluies qui va durer jusqu'à fin octobre selon les experts de la Sodexam avec des risques de fortes précipitations. Pour notre santé, la vaccination contre le coronavirus et le respect quotidien des gestes barrières. Alors, 24 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 87 282 cas confirmés de coronavirus, 86 395 personnes guéries, 826 décès et 61 cas actifs. À noter que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. Toujours au chapitre santé, le prix Nobel de médecine et de physiologie 2022 a été attribué aujourd'hui au chercheur suédois Svante Pääbo. Ses travaux sur l'évolution humaine ont permis l'émergence d'une nouvelle discipline intitulée la paléogénomique. Revenons en Côte d'Ivoire avec la fin à Abidjan de la 2e édition du concours de la plume anti-tabac. Cette compétition prime les meilleures productions journalistiques, notamment les dossiers et interviews relatifs à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Pour cette édition 2022, le super prix Pierre Demba de la plume anti-tabac a été remporté par Christelle Kwame de Radio Abobo. À noter également que Bintou Pekele de RTI2 a fourni la meilleure production télé. Les précisions de Franck Quadio. Christelle Kwame, journaliste à la Radio Abobo, doublement primée à cette 2e édition du concours de la plume anti-tabac. D'abord consacrée lauréate de la meilleure production radio, puis vainqueur du super prix Pierre Demba pour la lutte contre le tabagisme. Son dossier mettant en nul les dangers de la chicha lui aura permis de se distinguer des 24 autres candidats en lice. Les distinctions sectorielles, notamment le prix de la meilleure production presse écrite, octroyé à Patricia Lise du journal L'Héritage. Celui de la presse numérique attribué à Mélédia Trésor du Fratmat Info. Quant au prix de la meilleure production télé, il est décerné à Bintou Pekele Kone de la RTI. J'ai choisi de travailler, de mener une enquête sur la chicha que j'ai appelée la chicha à la mort au bout de la pipe. Nous avons fait mener l'enquête sur plusieurs jours et des nuits. Recevoir un prix, c'est un appel à faire mieux pour qu'on arrive à sauver le maximum de vies. Je suis très heureuse. Je vais donc produire davantage des émissions pour sensibiliser nos jeunes frères et sœurs qui s'adonnent au tabagisme. Et nous sommes heureux de savoir que les hommes des médias ont compris la nécessité de sauver des vies. Et nous espérons avoir le maximum de production, avoir d'autres rédactions, avoir le maximum de journalistes qui vont s'intéresser à ce concours-là. En Côte d'Ivoire, 9000 décès sont imputés chaque année au tabagisme selon l'Atlas Tobacco. Le ministère de la Santé et l'OMS félicitent alors l'implication des médias dans la lutte contre ce fléau. Ils entendent déployer plus de moyens pour soutenir ces initiatives.
je prends l'engagement devant vous qu'on va augmenter le volume de ces prix. Je vous encourage à garder les caps afin qu'ensemble, vous, par vos plumes, et nous, par la mise en place de politiques de lutte anti-tabac efficaces, nous puissions atteindre l'objectif de voir la population ivoirienne bénéficier d'un niveau de santé amélioré et surtout sans tabac. La gagnante du Super Prix 2022 de la plume anti-tabac sera gratifiée d'une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Quant aux lauréats des prix sectoriels, ils bénéficient chacun de 150 000 francs CFA et d'un ordinateur portable. Les récompenses seront remises officiellement par le ministre de la Santé, Pierre Demba, dans les semaines à venir. Dans l'actualité nationale également, le tout premier café de l'intégration 2022 dans la commune de Cocody. Les travaux et discussions ont porté sur le renforcement des capacités des acteurs de l'information relative à l'intégration africaine. Le point dans ce reportage de Angela Diallo et Moussa Konaté. Les cafés de l'intégration édition 2022. Cadre d'échange et de propositions mis en place par le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine BIPIA. Il permet aux médias d'obtenir les bonnes informations sur les problèmes liés à l'intégration africaine. Le café d'intégration fait partie de la matrice d'action des activités annuelles du BIPIA. Le BIPIA entame déjà des démarches de sensibilisation sur la problématique de l'intégration. La presse, c'est sur vous que nous nous appuyons pour faire connaître les actions d'intégration. L'intégration des peuples africains demeure l'un des défis majeurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il y a une sensibilisation à faire au niveau de la population, leur expliquer exactement le rôle, les fonctions et les actions qui sont menées par la CEDEAO, notamment en Côte d'Ivoire, mais également dans les autres pays. Et nous avons également des actions de formation sur les principes et les textes de la CEDEAO, afin d'expliquer exactement le rôle que nous jouons et pourquoi les décisions que nous prenons ont des impacts dont l'objectif, bien sûr, sont des impacts positifs pour notre communauté. Initiés depuis 2017, les cafés de l'intégration figurent parmi les outils développés par le BIPIA pour la promotion de l'intégration. Ils ont pour objectif d'informer, former et sensibiliser l'ensemble des acteurs sur les enjeux multidimensionnels de l'intégration. Un tout autre sujet à présent. Ce forum veut faire de la femme un moteur de développement pour sa commune. La Women Empowerment and Leadership Agora s'est déroulée les 22 et 23 septembre dernier dans le district d'Abidjan. Les précisions de Laure Goretti et Sephora Zegui. 2 jours pour faire de la femme un moteur de développement communautaire. Pour y arriver, elles se réunissent à travers le Forum international Women Empowerment and Leadership. Agora, dénommé WELA 2022, c'est un espace pour échanger, découvrir et inciter les femmes à sortir leur potentiel féminin et être des leaders. WELA est un forum qui vise à renforcer les capacités des femmes sur le plan personnel, également sur les compétences qu'elles doivent développer en entreprise, afin de contribuer efficacement à la croissance de ces dernières. Nous allons parler de l'intelligence émotionnelle, nous allons parler de la stabilité financière de la femme, nous allons parler de comment communiquer en tant que femme pour pouvoir atteindre nos objectifs. Marraine de la cérémonie, Mariam Dao Gabala, comme d'autres leaders présents, croit en la capacité des femmes à être de véritables championnes. La recette suffit d'être audacieuse. C'est qu'il faut que les femmes comprennent qu'elles doivent oser. Oser se former pour réussir. Oser se former pour être de bonnes professionnelles. Oser se former pour être des citoyennes qui sont capables de contribuer à leur propre développement. Le Forum international WELA 2022 est à sa première édition. WELA, ce sont aussi des distinctions et un gala de bienfaisance dont les fonds serviront à la réhabilitation complète de l'Institut de formation et d'éducation féminine d'Anyama. Direction le parc national du Banco, où une quarantaine de guides touristiques ont participé il y a quelques jours à une session de formation. Les travaux ont porté sur plusieurs sujets, notamment le secourisme et l'écotourisme. Les explications de Patricia Etia.
Ces modules ont été mis en pratique à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, au monument aux morts et au parc national du Banco. À chaque point de rendez-vous, les guides ont mis en application les instructions reçues lors de la formation qui a débuté la semaine dernière. On se proclame être guide, mais en réalité, je veux dire que ce n'est pas le cas. Donc j'ai jugé bon de prendre part à cette formation afin d'être un guide aguerri. Vraiment, c'est aussi une formation que je souhaite qui se répète parce que, vu ce qu'on a appris avant ce qu'on était, ça nous a donné encore plus de notions sur le métier du guidage. Le directeur de la coopération et de la professionnalisation a exprimé sa fierté de voir les guides touristiques venant des 4 coins de la Côte d'Ivoire se faire former. On a voulu, pendant ces 5 jours-là, voir un peu ce qu'on pouvait faire comme renforcement de capacité des guides, avec des cours de cas pratiques, des cas d'études. Mais aujourd'hui, ils sont maintenant sur le terrain pour qu'ils appliquent effectivement ce qu'ils ont mis en place. La formation des guides touristiques va se poursuivre car à terme, le ministère du Tourisme entend œuvrer à la formation des guides touristiques afin de mieux les organiser pour un accompagnement efficace des touristes. La fête de l'Igname célébrée récemment à Koutouba et à Bodé, 2 localités de la région nord-est du pays. Ces festivités marquent le Nouvel An. Les populations ont été invitées à cultiver davantage la paix et la cohésion dans les différents villages. Pour en parler, Herman Niamia. Jour de fête à Koutouba, sous-préfecture du département des Nations, et la confirmation est faite dans cette cuisine. Les femmes s'affairent à concocter les meilleures spécialités culinaires du village pour recevoir tous les convives. Au menu, une place spéciale est accordée au foutou d'Igname. Ce tubercule très prisé chez les peuples Koulango et Lobi est célébré ce jour. Un moment de retrouvailles entre les fils et filles du village. Nous sommes aussi conscients que les retrouvailles autour de la fête des Igname sont des moments d'échange, de débat, de réflexion sur les thèmes de développement économique, social et culturel. Parrain de cette cérémonie, le directeur des moyens généraux du Trésor et de la comptabilité publique, Noufé Michel, s'est dit honoré du choix porté sur sa modeste personne pour assurer le parrainage de cette fête. Il a invité les populations à perpétuer la célébration de la fête de l'Igname, qui est aussi un événement culturel. Un peuple sans culture est un peuple sans repère. Ce que vous avez commencé aujourd'hui, il faut le continuer pour le bonheur de nos parents. Car la fête des Ignames est une tradition. Et cette tradition, vous l'avez si bien compris, ne doit pas disparaître. Le village de Bodé, toujours dans la sous-préfecture de Koutouba, dans le département de Nassien, encore une autre célébration de la fête de l'Igname. Ici également, une population en effervescence, avec à sa tête le chef du canton Bodé, Sa Majesté Dagbolo Kwadjo Dongo. Cette fête est pour nous l'occasion de nous souvenir de nos ancêtres et faire revivre les œuvres inventées de leurs mains du temps de leur existence. Noufé Michel a félicité la population pour cette mobilisation exceptionnelle autour de cet événement culturel qui est aussi le signe d'une parfaite cohésion qui règne entre les fils et filles de la localité. Toujours en Côte d'Ivoire, le Agna Carnaval. Cet événement veut célébrer le riche patrimoine culturel du peuple Agni. À noter au programme un défilé de mode traditionnel, des démonstrations de danse folklorique et autres concours culinaires. Le point avec Jean Djadji et Ariel Ago. La culture Agni mise en valeur à travers Agna Carnaval. Valoriser le potentiel de la région de l'Indéni-Djoablin. L'objectif de cette activité culturelle. La commune de Niablé, dans le département d'Abengrou, accueille les présélections des troupes de danse. C'est un outil de promotion et puis économique aussi pour la région. Et au-delà de ça, il y a des programmes. Tout à l'heure, on a entendu des doléances sur les musées. Tout ça est intégré dans le programme Agna et nous allons toucher qui de droit pour que ces programmes soient élaborés et exécutés. L'apothéose de cette plateforme culturelle se tiendra du 8 au 12 novembre prochain à Abengrou.
Et pour terminer, l'actualité en Côte d'Ivoire, ce camp culinaire à l'intention de la jeunesse. Cette activité s'est déroulée il y a quelques jours dans la commune de Bingéville. Objectif, promouvoir les métiers de la restauration chez les jeunes. Enfin, le 30 octobre 2022, date retenue pour le second tour de la présidentielle au Brésil. Les populations, environ 200 millions de personnes, étaient aux urnes hier pour le premier tour. À noter, 48,4% des voix pour l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva et 43,2% des suffrages en faveur du président sortant Jair Bolsonaro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de toujours suivre RTI 1.